Et bonjour à tous, bienvenue sur Spirit FE Podcast ou Spirit Podcast, c'est comme vous voulez, c'est au choix. Aujourd'hui, Guillaume, on va parler de cette course, première course à Rome. Bon, d'abord, je vais te saluer, Guillaume. Comment ça va? Salut Yannick, bonjour à tous, ça va très bien, merci. Ça va, il fait beau chez toi? Ah, il fait beau, il fait beau. Pendant un moment, on a eu un beau temps de pluie pendant 4 jours, mais là, c'est vrai que ça c'est en train de s'améliorer. On retrouve le climat méditerranéen avec les spectateurs ont pu voir à Rome. Voilà. Bon, bientôt à la plage alors. Ah oui, oui, ici, bientôt la plage, oui, ça c'est sûr. Allez, bon, ouais, nickel, c'est ça qui est bon. Bon, Guillaume, on va direct passer aux choses sérieuses, on va pas Bien perdre sûr. de temps, on va rentrer dans l'art tout de suite. Allez, On va parler tout d'abord de l'e-prix de Rome, donc qui a été, je sais pas si c'est une réussite ou pas, enfin bref, on va en parler de toute façon, on va revenir sur toutes les séances, on va parler rapidement des vainqueurs, des actions qui se sont passées pendant cette course. Ensuite, on reviendra sur Sam Bird, donc qui remporte la course et qui est second au championnat, donc là aussi on a de quoi dire, on se fera un petit débat sur cette bataille à 3 entre Vergne, Bird et donc Félix Rosenqvist. On enchaînera ensuite avec Jean-Éric Verne qui, malgré tout, assure des points face à Rosenqvist et oui, aussi oui, très Bird. Hein, bon. il sauve les Il sauve les meubles meubles. face à Bird. Après, j'ai quelques petites questions pour toi, un petit question-réponse. Très Est-ce que gentil, tu tu vas verras. réussir à me piéger? Ah, tu verras, tu verras. On verra. Il faut bien que les gens comprennent que tu n'as même pas les questions, tu n'as rien du tout. Ouais, Non, là, j'ai même c'est pas, voilà. je sais même pas si ça va parler de l'Ipri de Rome, te connaissant, j'en sais rien. Donc on verra bien sur le moment Ah, présent. tu verras, tu verras. Voilà, allez, on Au verra. moment présent, je te dirai quel thème Ouais. j'ai choisi. Enfin, tu verras bien. De toute façon, tu vas Allez, t'en rendre compte. oui, Tu je vas me t'en rendre doute. compte. Ensuite, on partira rapidement. On fera un petit débat sur la sécurité dans les stands. Il y a encore eu des problèmes à Rome sur la Et sécurité. Et ça voilà, ça devient devient un lassant. basique, que ce soit en Formule 1 ou en Formule 2, on a l'impression qu'il y en a tout le temps. C'est un Voilà. vrai problème. Ensuite, on parlera d'Alex Lynn qui a embrassé plusieurs fois les murs samedi. Embrasser, t'es gentil, hein? Ah, bah, Et galoché là, alors. vraiment, ouais, ouais, oui, oui, là, c'est vraiment, il a été le petit Alex Lynn, là, c'est. Eh oui, bon après on finira donc avec les deux dernières rubriques, les top et flop de Guillaume, donc ça c'est ta rubrique à toi. Oui. Et on finira avec un petit point sur le classement avant de conclure ce podcast. Allez, et on passe tout de suite sur le review de l'Ipri de Rome. Donc Guillaume, on est là, on est présent pour parler de cet Ipri de Rome, toute première course de Formule 1 en Italie. Donc je vais revenir vite fait sur le circuit. Hein. C'est un circuit de 2,8 km avec 21 virages, un des plus longs du championnat de Formule 1. C'est le deuxième plus long après Marrakech. On a eu, dans l'ensemble, ça a été assez calme par rapport à d'habitude, même si la fin de course a été assez Exceptionnel. exceptionnelle. Voilà, Ouais. comme de toute façon la Formule 1, même si c'est une course chiante, il arrive un moment où c'est toujours exceptionnel, On a toujours. cru pendant un temps que ce serait. Alors, faut préciser aussi que c'était le 40e prix de l'histoire. Ça, Exact. mine de rien, la Formule 1 fait son petit bonhomme de chemin, progresse à vitesse grand V. Et oui, on s'est dit peut-être que ça va être le premier prix où il y aura vraiment, vraiment pas d'action. Et puis ben là, une fin de course exceptionnelle. On va y revenir en détail. On va y revenir. Et tout d'abord, on va commencer par les deux séances d'essai. Je vais te laisser nous parler de ces deux séances. Guillaume, t'en as pensé quoi? Voilà, il y a Piquet qui a terminé premier de la première et Rosenqvist de la seconde. Je te laisse nous expliquer les actions, s'il y en a eu seulement. Oui, bah du coup, il y a eu oui, oui, ça a été assez calme dans l'ensemble. Première séance d'essai libre dominée par un Nelson Piquet Junior de chez Jaguar Racing, avec un temps de 1,36 134. Les Jaguars étaient très, très en vert puisque Mitch Evans était déjà dans le coup en étant troisième en faisant un 1,36,6. Les deux Jaguars ont intercalé Sam Bird qui a fini, on va le voir, deuxième de toutes les séances et a quand même réussi à remporter l'E-Prix, même si c'était bien parti pour que là aussi il finisse deuxième. Donc Hmm. Bird deuxième à moins d'un dixième de Piquet Junior. Derrière, on retrouve deux des favoris hein, qui sont là, Jean-Éric Vergne, quatrième leader du championnat, et Sébastien Buemi pour compléter le top 5. Un Tu seul le places comme incident. favori maintenant, Buemi?
Ben, un champion du monde, c'est toujours à classer parmi les favoris, même qu'il Hmm. soit en délicatesse au championnat. Sur une course, il est toujours capable avec sa vista, d'aller C'est quand même chercher dingue un de parler de résultat. quelqu'un en délicatesse dans un championnat alors qu'il est quatrième, quoi. Et oui, mais quatrième, t'as vu le gouffre entre les trois premiers et le Oui, quatrième, voilà, certes, on en revient, tu as on tout en dit. reparlera tout à l'heure. Voilà, seul fait de course dans ses premières séances d'essai libre, Alex Lynn qui s'est sorti dans la partie sinueuse du circuit. Et on le verra plus tard pour le Britannique, c'est que le début d'un nid pris noir. Pour la deuxième séance d'essai, Félix Rosenqvist a pris le meilleur temps en 1:35,4. Il a devancé du coup Sam Bird pour ce qui s'annonçait être le duel de cet e-prix, Sam Bird de 3 dixièmes, et Lucas Di Grassi, le champion du monde en titre, troisième sur Saudi. Belle performance de José María Lopez et même des Dragons dans l'ensemble, puisque Lopez finit quatrième et D'Ambrosio septième. Les Dragons étaient en forme avant qu'il se passe ce qu'il va se passer par la suite. Pour compléter le top 5, Nicolas Prost, qui vivait là son seul moment de répit dans un week-end qui va encore s'avérer catastrophique pour le pilote français. À noter que Alex Lynn s'est encore une fois vautré, cette fois-ci au virage 9. Voilà, beaucoup de casse, les mécaniciens ont dû être contents du voyage chez DS Virgin. Oui, j'imagine qu'il devait être heureux. Bon, bah, très bien pour ces deux séances, Guillaume. On va passer aux qualifications maintenant. Oui, donc qualification assez plate en soi, puisqu'il n'y a pas eu de grands crash, hormis une nouvelle fois Alex Lynn, qui a vraiment connu un e-prix mais Il, s'est- catastrophique. il a fait quoi déjà, Alex Lynn, en Ah qualif? ben Alex Lynn, il a tapé le mur. Il a pas il s'est pas arrêté hein. Il a fait un temps quand même, il a fait Ah oui, il a le touché, 11e il a temps, touché. mais il a Ouais, ouais. touché le mur et voilà, il a pas pu faire un bon temps hein. Voilà, il a fini 11e. Dans la phase de groupe de qualification, grande surprise, André Lotterer. Bon, est-ce que c'est vraiment une surprise puisque la Tichita s'avère être l'une des meilleures voitures, mais on n'attendait peut-être pas André Lotterer qui signe le meilleur temps avec un 1:36 593 et vient déloger Félix Rosenqvist, deuxième de la séance, Sébastien Buemi, troisième, Sam Bird, quatrième, Mitch Evans, cinquième pour les qualifier à la Superpole. Un temps, il a cru se qualifier pour la Superpole. Lucas Di Grassi est le premier des non qualifiés. Il devance Oliver Turvey et le leader du championnat, Jean-Éric Vergne, qui, pour seulement la deuxième fois, il me semble, ne se qualifie pas pour la Superpole. À noter également le gros travers de Nelson Piquet Jr. Avec une Jaguar qui a tout perdu dans ses qualifications. Il s'est lancé 13e. Et aussi la scène cocasse où Antonio Félix d'Acosta a, comment dire, rentré dedans José María Lopez avant même de faire un tour lancé. On débattra de la sécurité des stands après. Autre fait dans cette phase de groupe des qualifications, Luca Filippi et Jérôme D'Ambrosio qui sont sortis trop tard de leur box et qui n'ont Ah même oui, pas ça c'est pu faire incroyable ça. un vrai tour Un vrai rapide. chrono rapide, ouais, Ouais, ils ont un fait un vrai temps de tour sortie rapide. quoi, mais Et un tour de chauffe quoi, mais voilà, bon. c'est ça. Ils ont fait un temps pour justement être devant Lopez et D'Acosta, mais c'est vraiment pitoyable, surtout pour Filippi qui évoluait à domicile. Ouais, et d'ailleurs, il s'est excusé directement après auprès des fans italiens et des tifosi venus en nombre à Rome pour le supporter. Mais oui, c'est une déception. Grosse déception. Et ensuite, donc, une super pole presque à élimination, on va dire. Mitch Evans a donné la référence. Sam Bird, malgré une voiture étive, lui a répondu et a pris le meilleur temps. Ensuite, on a eu Sébastien Buemi, mais qui a fait une grosse erreur à l'épingle et n'a pu faire que le cinquième temps. Félix Rosenqvist qui est venu régler cette super pole et André Lotterer qui n'a pas pu lui répondre en prenant seulement le quatrième temps. C'est donc la troisième pole position de Félix Rosenqvist devant Sam Bird et Mitch Evans. Ouais, et puis bon, ben voilà, l'Auteur 4 et Boemi 5. Donc bon, on a eu globalement une bonne qualif, c'était agréable. C'était voilà les pilotes au rendez-vous,
Tichita, bon, pour moi, petite déception pour Vergne. On a plus l'habitude de le voir devant Lotterer, mais bon, en soi, c'était quand même agréable. Donc, on va maintenant se diriger vers la course et donc la victoire de Sam Bird, Guillaume. Donc, avant même le départ de cette course, Jérôme D'Ambrosio a pris une pénalité Ah oui, et bah s'était oui. lancé de la 18e position alors qu'il avait fait le La, 16e chrono. la Formule E ne serait pas la Formule E sans une pénalité après une Ah, qualif. oui, mais ce sera un débat pour un autre podcast, mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup moins qu'en Formule 1 et les 400 places Oh, de pénalité de McLaren sur une oui, saison. Mais certes. bon, on en On en débattra un parlera, autre c'est jour. clair. Première partie de course, honnêtement, où il s'est pas vraiment passé rien de spécial. Félix Rosenqvist, malgré un envol un petit peu moins bon, a réussi à conserver sa position devant Sam Bird et Mitch Evans. Ensuite, la course s'est animée. Alex Lynn a percuté Jean-Éric Vergne, qui a d'ailleurs perdu un morceau de son aileron arrière, forçant d'ailleurs Alex Lynn à rentrer au stand. Les commissaires ont agité le drapeau noir à disque orange. Euh, et puis on le verra plus tard, Alex Lynn, dans son deuxième relais avec sa deuxième voiture, ira toucher le mur, provoquant l'entrée en lice d'un full course yellow et qui va relancer totalement cette course. Donc première partie de course assez plate, peu de dépassements, hormis José María Lopez parti de très loin et qui enchaînait les dépassements, mais parfois même en allant au contact avec ses adversaires, c'était assez rugueux. Et tout a basculé à partir de la phase d'arrêt au stand. Félix Rosenqvist est ressorti devant Sam Bird du coup et Mitch Evans. Mais Rosenqvist a trop attaqué sur les vibreurs et a cassé sa suspension arrière, provoquant un abandon alors qu'il avait course gagnée ou au moins le podium assuré. Grosse déception pour le Suédois qui, encore une fois, après Mexico, loupe une occasion de marquer des gros points et de se rapprocher de Jean-Éric Vergne au classement. Il offrait donc sur un plateau la victoire à Sam Bird. Et derrière, course très très mouvementée, Mitch Evans s'est longtemps accroché à sa deuxième place, résistant à Lucas Di Grassi et André Lotterer. Mais dans les derniers instants de la course, il n'avait plus assez d'énergie pour se défendre et il finit seulement neuvième, offrant donc le podium à Lucas Di Grassi et Lotterer qui accompagnaient Sam Bird. Beau tir groupé des pilotes Audi avec Daniel Abt quatrième devant Jean-Éric Vergne qui a fait un magnifique dépassement sur Sébastien Buemi. Il a vachement limité les dégâts, hein, on le verra sur le point de classement plus tard. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur cette course. Pas mal d'abandons, hein. Aussi un gros carambolage avant l'entrée au stand, on n'en a pas parlé, c'est vrai, entre Nick Heidfeld, Oliver Turvey, Luca Filippi, José María Lopez, c'était la vraie cacophonie. Euh, un temps, il pensait à en profiter, c'est Nelson Piquet Jr. qui a doublé tout ce petit monde qui était devant lui et est passé au stand avant, mais le Brésilien, qui était parti pour marquer quelques petits points, a subi un problème de harnais, on pense, et a donc dû abandonner contre son gré. Et voilà pour un bel prix remporté par un favori qui a plutôt une allure d'outsider. Oui, et j'ai envie d'avoir une petite pensée pour Nicolas Prost. Nicolas Prost, il navigue au milieu de nulle part, dépassé même par les deux Nio et la Andretti de Félix Dacosta. Nicolas Prost, c'est vraiment une saison catastrophique, noire, tout ce que vous voulez. Il marque petit point par petit point. Là, il marque rien. Les qualifications, c'est un calvaire pour lui. Pour quelqu'un qui a tellement éclaboussé, enfin voilà, il n'était pas au niveau de Sébastien Buemi, mais il remportait des e-prix, il signait des podiums. Mais ça fait déjà 2 saisons, voilà, la saison dernière, vierge de tout podium, mais il était là, il marquait, il les faisait quatrième, il faisait cinquième. Et cette saison, mais totalement à la rue. Il dépend peut-être beaucoup de la monoplace et je crains le pire pour son baquet. Hmm. Ouais, on verra ça plus tard. De toute façon, on fera, comme on l'a déjà dit, on fera un podcast spécial Renault-Idams en temps voulu. Donc, eh ben, écoute Guillaume, voilà, je pense que tu as tout dit sur cette course. On va pouvoir se concentrer maintenant sur Sam Bird qui fait la belle opération. Allez, jingle et direction chez Sam Bird. Et donc, on arrive donc à la
rubrique qui me passionne le plus parce que Sam Bird m'a clairement surpris sur cette course. Donc Sam Bird qui prend la seconde position au championnat. Donc c'est sa seconde victoire cette saison, hein, après Hong Kong. Il a 2 victoires, tout comme Jean-Éric Vergne et Félix Rosenqvist. Le seul pilote qui a gagné une autre course, c'est Daniel Abt, et il n'en a gagné qu'une cette saison. D'ailleurs, c'est sa seule en Formule 1, si je dis pas de bêtises. Donc, il fait une bonne qualif, il est deuxième sur la grille, voilà. Et grâce à cette course où il a été quand même relativement calme, hein, Bird, il y a qu'un moment où il a attaqué un petit peu, mais sinon, en soi, c'est une course assez calme. Bah, il profite des problèmes de Rosenqvist pour gagner une position. Et donc, au classement, il profite aussi et il prend la deuxième place. Et il a plus que 18 points de retard sur Verne, donc c'est rien. Il a 19 points d'avance sur Rosenqvist, qui est troisième maintenant. Guillaume, Bird, on est clairement sur un duel à 3. Enfin, c'est pas un duel du coup. Enfin, c'est Une bataille à trois. une bataille à 3, ouais. C'est vraiment impressionnant là. Ah Là, là, c'est. c'est voilà, ça me fait plaisir puisque c'est quelqu'un qu'on n'attendait pas forcément. Il gagne à chaque fois, mais il a toujours cette étiquette de outsider, de quelqu'un qui gagne, mais qui n'est pas assez constant sur un championnat. Et là, depuis le début du championnat, il marque des points à chaque course. Très très belle victoire. Il n'a pas attaqué outre mesure. Il a essayé de dépasser Rosenqvist sans succès. Il est resté derrière. Rosenqvist a fait son erreur à la chicane. Ça lui a coûté 25 points dans l'histoire. Il en a profité. Il a résisté à Mitch Evans, à Lucas Di Grassi en fin de course. Vraiment une course exemplaire. Et il se replace vraiment au championnat. Déjà avec son podium lors du dernier prix, il se replaçait. Mais là, c'est vraiment l'un des candidats au titre avec Jean-Éric Vergne et Félix Rosenqvist. Donc oui, avec une très bonne monoplace qui est la DS Virgin, moi je me méfierais si j'étais Jean-Éric Vergne de Sam Bird, sachant que ces deux-là ont été coéquipiers chez DS lors de la deuxième saison et que ça s'est déjà frité, notamment lors de l'E-Prix de Paris qui arrive d'ici 15 jours. Ouais, et ce qu'il faut rajouter, c'est que il est vraiment dedans, quoi, parce que il est devant Rosenqvist maintenant au classement. Donc, je veux dire, il a le même nombre de victoires que les deux autres. Il est dedans, quoi. Voilà. Moi, franchement, je le voyais pas. Et pour moi, je crois qu'on en avait parlé sur les derniers podcasts. Bah, clairement, pour moi, c'est le duel cette saison, c'était Rosenqvist et Verne, quoi. Basta. Bird était en dessous. Pour moi, il allait se battre avec Buemi, quoi, en gros. Bah non. Non, non, Mais il est non, c'est là, ça. il marque des points, comme tu dis, et puis il a des victoires. Il a des victoires, Bird. Voilà, il est là depuis le début, il s'accroche, quoi. Il s'accroche, il marque, Et surtout, il a l'envie, hein, il a déclaré avoir l'obsession de vouloir gagner le titre en Formule 1. Sam Bird, il n'a jamais gagné un championnat. À chaque fois qu'il était en position, il a toujours été en position, une année dans une catégorie, en position de aller chercher le championnat, en position de leader, en position de celui qui gagne les courses. Mais à chaque fois, il s'est fait doubler en GP2 en 2013 face à Fabio Leimer. En FR 3.5, il est tombé sur des eaux avec Kevin Magnussen notamment. Voilà, il est à chaque fois, il a eu l'opportunité de jouer le championnat. Il a perdu face à Robin Frisch et Jules Bianchi notamment en FR 3.5 aussi. C'est quelqu'un qui a toujours été dans le coup pour jouer le championnat, mais qui ne l'a jamais gagné. Et c'est peut-être ça qui le motive au même titre que Jean-Éric Vergne. Mais Jean-Éric Vergne a gagné des championnats, mais ça fait extrêmement longtemps. Sam Bird et Jean-Éric Vergne ont cette motivation qui est il faut pas laisser passer cette chance parce que certainement avec le remaniement la saison prochaine avec la nouvelle monoplace, peut-être qu'il n'y aura pas de deuxième chance ni pour l'un ni pour l'autre. Donc c'est l'opportunité d'aller chercher un titre de champion du monde cette année. ah oui, et puis bon, Bird, il faut qu'il comprenne que bon, il s'entend bien avec cette voiture-là, avec DS aussi, hein, et que l'an prochain, il n'y aura pas DS, d'après les sources qu'on a chez Virgin, donc il faut qu'il profite vraiment de cette saison et qu'il donne tout ce qu'il a, parce qu'il en est capable, je pense, du coup. S'il arrive à continuer à être régulier comme ça, et si Rosenqvist continue de faire des erreurs comme ça, bah, il a ses chances. Après, bon, Verne, il est très solide, et on va d'ailleurs en passer tout de suite à Verne, je pense, parce que euh, lui aussi, il est solide et il score très souvent. Donc, Jean-Éric Vergne, donc, qui a malgré tout profité de tout ça. Il est encore dans le top 5, hein,
Enfin, c'est simple, en fait, il a toujours été dans le top 5 cette saison. Donc on peut pas faire plus régulier, franchement. Il est leader du championnat avec 18 points d'avance donc sur Sam Bird et 37 points d'avance sur Félix Rosenqvist. Et, euh, et voilà, donc Verne est impressionnant. Allez, on y va tout de suite. Donc Guillaume, ben, on va parler de Verne. Donc qu'est-ce que t'en as pensé toi de la course de Jean-Éric Verne déjà? Ben déjà, je m'attendais à ça en fait. Je m'attendais vraiment à ce qu'il gère son championnat, à part s'il était vraiment en mesure de jouer la gagne. Mais ce qui n'a pas été le cas tout le week-end. Il a vu dès les premiers essais libres, il n'était pas forcément dans ceux qui jouaient la pole position ou qui étaient des plus rapides. Il a fait ce qu'il a pu. Il a vu qu'il n'était pas en super pole. Il s'est lancé loin. Donc à partir de là, pour Vergne, qui a de l'avance sur Rosenqvist, il savait qu'il était certain de repartir leader, même si Rosenquist faisait le hat-trick. Donc, pour Jean-Éric Verne, tout ce qui était bon à prendre, c'était le maximum de points. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas pris de risque outre mesure. Il a essayé de dépasser Sébastien Buemi, quand même, après avoir dépassé Daniel Abt. Il a fait une petite erreur. Abt est repassé, mais ça ne l'a pas empêché de repasser le Suisse plus tard. Il a vraiment assuré. Il m'a vraiment fait penser à Alain Prost quand il était en Formule 1 face à Senna. C'est vraiment quelqu'un de calculateur. Mais voilà, c'est le type de champion que il faut quand on n'est pas en mesure de jouer la gagne, assurer le maximum de points. Tous les grands champions l'ont fait et c'est peut-être ce qu'est en train de faire Jean-Éric Vergne, gérer au maximum son championnat et dès qu'il est en position de gagner, achever ses concurrents. Et Vergne, il est très régulier et par rapport à Rosenqvist, clairement, Rosenqvist qui abandonne à nouveau, enfin 3 fois hors du top 10 en 7 courses quoi cette saison. Donc c'est beaucoup, hein, sur cette course, 3 fois hors des points, c'est beaucoup. Enfin, il marque des points aujourd'hui, il marque 3 points de la pole, mais je veux dire, C'est rien. il est hors du top 10. Euh, Est-ce que Rosenqvist peut gagner le championnat s'il continue à rater enfin, à rater des chances de marquer des gros points comme ça, alors que Jeff, lui, bah, quand il peut gagner, il gagne, comme tu dis, et quand il peut pas gagner, bah, il est dans le top 5. Ben, clairement, les points qui les sont abandonnés ici vont compter en fin de saison, c'est sûr et certain. Mais il faut pas oublier que c'est surtout la tournée sud-américaine qui a été catastrophique pour Mahindra. Et on a vu que tout de suite, là, Rosenquist était dans le coup. Là, pour le coup, c'est vraiment une erreur personnelle. Et sachant qu'il avait course gagnée, il aurait peut-être pas dû prendre autant de risques à attaquer sur les vibreurs. On a vu Sam Bird, par exemple, hein. Sam Bird, il a assuré le podium, il a tenté une fois de le doubler. Il a vu, il était 1 seconde et demie, il a géré son énergie. Il sait très bien que il peut pas attaquer tout le temps. Donc, il gère au maximum. Et c'est peut-être un manque aussi d'expérience de Félix Rosenquist. Et bah, il faut rappeler qu'il a qu'une saison et demie dans les pattes et que Sam Bird a notamment, ou Jean-Éric Verne qui est là quasiment depuis le début, c'est des Lascars qui sont là depuis quasiment le premier épreuve. Le premier épreuve pour Sam Bird et le troisième pour Jean-Éric Verne. Donc ils ont beaucoup plus d'expérience et cette notion de dire on va attaquer à tel moment de la course parce qu'on sait que c'est à ce moment précis qu'on a le plus de chances de dépasser. Rosenquist, voilà, peut-être un peu attentiste sur cette fin de course, mais je me fais pas de soucis. Il a prouvé que la Mahindra était au niveau sur les courses européennes avec ses températures tempérées. Oui, je pense qu'on ne peut pas l'écarter du titre pour le moment. Il faut attendre encore 2 ou 3 courses avant de savoir si Rosenquist est toujours dans le coup ou vraiment est à écarter de la lutte pour le titre cette saison. De toute façon, ça va aller très vite maintenant. Il reste quoi? 5 courses, si j'ai Il pas de reste 5 bêtises. courses, ben c'est quasiment la. Voilà, on vient à peine de passer la mi-saison. Voilà, Voilà, on a donc passé la mi-saison. maintenant, ça va aller très très vite. En quelques Ça va mois, là, s'enchaîner, ça va exactement. s'enchaîner. Et donc il va falloir scorer et réussir
à faire les choses bien. Mais bon, après, comme tu dis, voilà, Rosenqvist, il a la performance, il a le talent, Vergne aussi, et puis bah, Sam Bird aussi. Donc on va avoir une fin de saison vraiment, vraiment sympa. Pour, par exemple, Buemi, lui, il est hors du combat d'après toi? Buemi, s'il peut gagner une victoire comme Di Grassi cette saison, ce sera déjà pas mal. Voilà. Ouais. Et bah si, essayer tant bien que mal que Renault Idam se relève au championnat du monde des constructeurs et que lui, au moins, assure le strict minimum, ce qui est Euh, la quatrième place du championnat du monde. Et il va se battre contre Lucas Di Grassi. Lucas Di Grassi qui revient du Diable Vauvert pendant que Buemi, bah, c'est là aussi, voilà, Buemi, il a laissé passer des chances de marquer des gros points, de faire un podium, notamment à Punta del Este, où c'est une piste qui lui convient parfaitement, puisqu'il a gagné les deux premières, il avait gagné les deux premières éditions. Et là, pareil, alors que lui, on peut pas mettre ça sur le coup de l'inexpérience, c'est un coup de sang de Buemi. Il a pas su peut-être saisir les opportunités quand il le fallait, donc voilà, s'il arrive à signer une victoire cette saison, ce sera déjà une belle consolation pour le pilote suisse. bon. Eh ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour. On sait très bien maintenant que Vergne, Rosenqvist et Bird seront euh, ensemble pour la bataille pour le titre. On a vu que Vergne donc avait assuré des points face à Rosenqvist, que Bird se replaçait. On a parlé du Prix de Rome dans sa globalité. Et maintenant, écoute, on va passer à la petite rubrique sympathique. Sympathique. Le petit question-réponse qui, bah, j'ai préparé des questions pour toi, Guillaume. On va y aller D'accord. tout de suite. Allez. Donc, Guillaume, bah, j'espère que tu es prêt. Ouais, toujours, toujours. Tu sais que j'aime bien cette rubrique, même quand je suis dans cette position. Là, Après, tu vas te faire un malin plaisir à me Non, cuisiner. non, parce que tu me connais. Déjà, un, je suis pas bon pour poser des questions. C'est Deux, pas faux. c'est pas faux. Deux, deux, tu t'y connais mieux Allez, que moi. voilà. Et de trois, il y a beaucoup de réponses que tu as déjà dites dans ce début de podcast. Pardon. D'accord. Bon, ben, Voilà. on va voir alors. On va, Bon. tu vas me poser ça, et puis on va voir si je suis aussi bon que tu le dis. Je suis pas non plus l'expert. Donc, on va voir. Après, je me suis concentré sur un thème. Tu vas D'accord. vite t'en rendre compte. Je vais pas Oui. te dire ce que c'est, mais tu vas vite t'en rendre compte parce que le thème, Les voilà, il y a un thème. rébarbatifs. Il y a un thème. D'accord. Donc, première question. Combien de victoires a obtenu Sam Bird en Formule E? Déjà, il en a signé deux cette saison. Mhm. Il en a signé deux l'année dernière parce qu'il a gagné les deux e-prix de New York, ça c'est sûr. Je dirais 6. Eh ben presque, c'était 7 victoires. 7, ouais. Parce que, ah oui, il a gagné, c'est vrai qu'il a gagné deux courses lors de la première saison, je crois. Et la deuxième Il a, saison a été pas terrible avec Vergne et ils se sont pas trop bien, voilà. Mais Mm. il a gagné une fois en 2015, je me semble, et du coup il a gagné deux fois. Ouais, c'est vrai. Bon, Tu étais j'étais pas presque. loin, mais ouais, T'es pas loin. d'accord, ok, ça marche. Ah, c'est bien. Seconde question. Elle était bonne, hein, cette Ouais, question. Ah, bah, t'as vu. j'aime bien, j'adore ça. Seconde question. Quels sont les pilotes, ou Oui, le pilote, hein, oui. avec plus de victoires que Sam Bird en Avec Formule E? plus de victoires que Sam Bird. Avec plus de victoires que Sam Bird. Ils sont pas nombreux. Sébastien Buemi, Mhm. c'est 12 sûr. victoires pour Buemi. Buemi. Et honnêtement, je crois que c'est le seul. Di Grassi, je suis pas sûr que. Parce que Di Grassi, c'est le pilote des podiums, mais c'est pas le pilote des victoires. Il a pas gagné tant que ça. Je crois qu'il en a gagné que 5, Di Grassi. Ouais, Eh je ben dirais que écoute, Sébastien Buemi. que Sébastien Buemi? Ouais, Eh ben bonne réponse, parce que Di Grassi, il a 6 victoires. Bird vient de le dépasser en fait. Voilà. d'accord, ok, ça marche. Voilà. Donc impressionnant Bird en fait. Ben oui, c'est Il est- ça, c'est ce que je te dis. Et c'est Ouais, ouais. vraiment un homme de la catégorie. Et on C'est s'en rend pas ouais, ouais. compte. Mais c'est vraiment un homme fort de. Voilà, c'est un homme dans l'histoire de la Formule 1, quoi. Tout à fait. Bon, question 3.
Alors ça là, elle est facile, hein, franchement. Ça là, si tu l'as pas, Bah, là, écoute, il y a un problème parce que tu l'as dit tout à l'heure en fait. Donc combien de courses a effectué Sam Bird en Formule E? mais il les a toutes effectuées, donc il a fait 40 courses en Formule 1. Voilà. 40 courses, il a participé à toutes les courses du championnat et la Formule 1 en est à 40 Donc il a courses, donc gagné Bird aussi. 7 courses En en 40 40 prix. victoires, ouais, en 40 prix, pardon. Ouais. Hmm. Donc ouais, genre une course sur 5, il la gagne, quoi. Voilà. C'est C'est pas ça à mal. peu près, voilà. Ouais, C'est pas c'est mal, pas ouais. mal. Allez, quatrième question. Ça là aussi, elle est relativement facile, mais bon. Ouais, enfin, les trois dernières sont simples, hein, tu vas voir. Quel a été le meilleur classement de Sam Bird à l'issue d'un championnat de Formule E? Attention, à l'issue. Donc, Oui, à la fin des parce qu'il trois, parce qu'il que les trois est premières, hein. oui, OK, ouais, il a été donc là ça compte pas, on est d'accord, hein. Voilà, Non, cette saison ne compte pas. cette C'est à saison ne l'issue compte d'un pas. championnat. Quatrième. Quatrième, quelle saison? Euh, Je complique un peu la chose parce que ça m'énerve. Parce que je sais qu'il a pas fini sur le podium. La deuxième saison, c'était Nicolas Prost. Et la saison dernière, c'était Rosenqvist qui était du coup derrière Di Grassi et Buemi. La première saison, donc il y a eu Piquet, Buemi, Di Grassi. Et je pense que c'est la première saison, quatrième. Ah, peut-être non. Attends. Attends. Est-ce qu'il a fini devant Prost? Oui, si, première saison. Oui. Première saison? Ouais. Eh ben non. Deuxième. La deuxième et la Ok. troisième. Et la troisième, oui, voilà. Ouais. La Et saison 2 et la saison 3, il finit première saison, il a quatrième. fait 5. Il finit cinquième, c'est Ouais, ça. c'est ça. Et quatrième, du coup, c'est qui? Attends, je suis en train de réfléchir. Ça devait être Nico Prost alors. C'est Nico Prost. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, bah écoute, sympa. Ouais, tu vois, tu dis que tu sais pas poser des questions, mais c'est Parce voilà. que j'ai compliqué la chose. Ouais. Sinon, voilà. Bon, et celle-là, elle est aussi facile. Normalement, tu l'as. Quel a été le tout premier équipier de Sam Bird en Formule E? Jaime Alguersuari. Hmm. Oui, c'est Qui ça. était pilote de chez en Toro Formule 1. Rosso en Formule 1. Il a En quelle fait. année? Alors, en quelle Il année? a fait combien de Grands Prix? Alors, Il a attends. fait combien de tours et combien de kilomètres? Alors, en quelle année je peux te répondre? En 2010-2011. Mhm, En 2010-2011, parce que Vergne est arrivé en 2012 mhm. avec Ricardo. Donc 2010-2011, donc sachant qu'il y a 19 grands prix par saison à peu Ah, près, mais je il a fait rigole, Guillaume. 38-39. Non mais c'est ça. Non, et Bon, voilà, donc il était et ça a été pendant un long moment le plus jeune pilote de l'histoire de la de Formule 1. Formule Ah, 1. Ouais. 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 Bon, bah écoute, ça va, tu t'en es bien sorti. C'était la dernière? Bah ouais, 5. Oh, T'en bah veux ça combien? passait T'en veux vite. 20? Oh, ben moi, tu sais, quand je suis lancé. Bon, bah À écoute, la ça va, prochaine fois, ouais. je t'en ferai une vingtaine, si tu veux. Bah écoute, je suis pas sûr que ça intéresse vraiment les gens, quoique. Ah, Faudrait se faire c'est un podcast questions-réponses. une rubrique sympathique. Oui, on s'amuse beaucoup. Ah oui. Bon, allez, Guillaume, on va passer maintenant donc à un sujet qui nous a un petit peu divisé lors du dernier podcast. Ah oui. La sécurité dans les stands. On y va tout de suite. La sécurité dans les stands, c'est le débat du moment, que ce soit en Formule 1 ou en Formule E. On va pas parler de Formule 1 parce qu'à chaque fois je fais une comparaison, mais il faut que j'arrête avec ça. Mais en Formule Jean-Todt a E, dit il donc, faut arrêter. ouais, j'arrête. Et donc on a eu des problèmes encore en Formule E, donc 2 incidents dans les stands lors de cet e-prix de Rome. Tout d'abord, on va parler de Lopez et de Da Costa, hein, voilà. Et de Nelson Piquet pendant la course aussi, qui a eu un petit problème. On ne sait pas trop ce qui s'est passé exactement, mais bon, on sait très bien finalement ce qui s'est passé à Guillaume. Oui, on sait très bien. On l'a vu gigoter dans sa voiture. On voyait ses bras qui essayaient de sortir. Peut-être qu'il Voilà. dansait la Macarena. Oui, j'ai des doutes pendant une course de Formule 1 avec un enjeu pareil et sachant qu'il y a 15 mecs derrière qui sont, enfin j'exagère, mais il y a 3 ou 4 mecs qui viennent de doubler dans le carambolage et qui se dit qu'il va pouvoir marquer des points alors que c'était mal engagé. Je doute qu'il ait dansé la Macarena, tu vois. Non, on sait tous très bien que le harnais était pas bien attaché. C'est la deuxième fois, ce problème-ci, c'est avec Lopez da Costa, celui-ci et les deux autres d'avant, ça fait déjà 4 fois en 3 e-prix.
ça commence à faire beaucoup. Bon, pour revenir, tu as dit entre Lopez et Dacosta, c'est clairement là une erreur de l'écurie à mettre, Oui. voilà, parce qu'ils avaient pas. Ça, c'était une erreur évitable et on peut pas remettre enfin, le système en cause à cause de ça parce que c'est vraiment une erreur de l'écurie, c'est pas une erreur du système en général puisque il aurait dû voir, hein, le mécanicien, le premier mécano, aurait dû voir que Lopez était engagé ou Mhm. qu'il allait s'engager et aurait dû dire à Dacosta, ah, on attend 2 secondes, le temps que Lopez passe. Ça, c'était vraiment évitable et je mets pas ce cas dans voilà, dans le système. Pour moi, c'est à part. C'est vraiment la faute à Andretti. D'Acosta, on lui dit de partir. Au bout d'un moment, il part. C'est sûr que Lopez est furieux parce que Oui. Dragon, Oui, mais Dragon était dans le coup. en soi, Euh, c'est pas la première fois que ça arrive aussi, donc voilà, ça ils sont pas assez, assez c'est- responsables pour moi. non, non, c'est vraiment bon. D'Acosta, c'est un pilote rugueux. Voilà, sur en piste, c'est pas toujours clair, clair. On a vu justement sur les images, Sébastien Buemi, quand il a visionné l'accrochage, il a rigolé parce que il s'était accroché lors de la finale à Montréal l'an passé. Mais bon, voilà, c'était assez cocasse. Mais voilà, ce paramètre-là, c'est à mettre sur le compte de l'écurie Andretti FE, c'est pas sur le système sécurité. En revanche, Nelson Piquet Jr., voilà, c'est typiquement l'accident qui peut arriver pendant l'IPRI. Il a senti qu'il n'était pas attaché. Ça va trop vite. Il faudrait au moins avoir un temps minimum, même s'il n'est pas long, pour que les mécaniciens fixe bien ce harnais. Euh, Bien sûr, comme on en a dit la dernière fois, il faut lui laisser le bénéfice du doute jusqu'à la fin de la saison. On va voir si ça s'améliore, si De toute façon, il y a c'est moins fini l'année d'accidents. prochaine, donc. Oui, voilà, mais bon, c'est dommage de jouer avec la sécurité comme ça des pilotes. C'est pour la FIA qui prône sécurité, sécurité, sécurité. On met des halos sur toutes les voitures à compter de la saison prochaine. Voilà, oui, c'est important la sécurité, mais alors il faut le faire bien, il faut pas en faire la moitié, sinon bah, à ce moment-là on supprime aussi le halo et on fait des courses à l'ancienne et on dit que la sécurité n'est pas importante. Pour quelqu'un, pour un organisme qui prône la sécurité routière et la sécurité en sport automobile, je trouve ça lamentable. Voilà. Ouais. Après, bon, moi, ce que je trouve con, hein, je vais le dire, c'est que de mettre en place ça, alors que ça se finit à la fin de la saison, les changements de monoplace. Euh, Autant pas se casser la tête et finir comme c'est depuis 3 saisons, hein, depuis le Ah début, oui, tout à fait. et continuer comme ça jusqu'à la fin. Maintenant, l'idée, moi, je la trouve bonne. Le Oui, fait l'idée est bonne. de donner aux équipes la possibilité de faire une vraie différence et une grosse différence dans les box, elle est géniale, parce qu'avant, il n'y en avait pas énormément. Mais là, il y a la possibilité. Alors, je ne comprends pas comment ils font pas plus attention. Enfin, c'est des mecs, Ça va trop ces vite. mécanos-là, c'est des mecs qui viennent du GP2, quoi. Il y en a beaucoup qui viennent du GP2. Enfin, c'est des gens qui ils travaillent en sport auto toute l'année. Je veux dire, ils font pas que la Formule 1. Et oui, Et mais en GP2 par exemple, ils sont que 4 mécanos sur chaque roue et donc entre guillemets, ils prennent pas le temps, ils font le plus vite possible, mais ils s'assurent que les 4 roues soient fixées. Et voilà, ils sont certains en GP2, il n'y a pas de limite de temps, mais là, ils sont tellement peu nombreux que sont obligés de faire attention à tout correctement. Voilà, on enlève les pneus. C'est pas comme en Formule 1 où il y a 15 mecs autour de la bagnole et qui voilà et qui sont là et en 3/4 de seconde c'est changé. Voilà, on ouais, n'en est pas ouais, à ce ouais. niveau-là. C'est pour ça Ouais, mais que ça, c'est l'idée est à eux bonne, de comme se tu dis, mettre, c'est à mais eux il de y a se des, mettre au niveau. c'est Je veux tout. dire, ils Le, devraient travailler ça. je Comment est-ce pense que possible s'ils doivent enfin, travailler, ils doivent je travailler veux ça, dire, c'est une pas équipe possible. professionnelle doit être capable de travailler ça et d'aller vite. Et petite rectification, le GP2 n'existe plus, hein, La c'est Formule 2, oui, tout à la fait. T'as Formule tout 2, à fait pardon. raison. Mais, mais en soi, ils devraient être capables de dire, bon, ben, on a vu, à Apt, il a eu cette erreur, il faut que tout le monde travaille là-dessus. Tout le monde doit travailler pour améliorer l'efficacité et la sécurité de ce nouveau système mis en place. Et c'est pas le cas. Ils doivent vraiment réussir à faire ça. Et c'est inacceptable. C'est pas, pour moi, je ne juge pas la FIA parce que moi je trouve ça bien. Mais je juge les équipes.
Parce que c'est aux équipes d'être responsables. Tout comme quand Kimi Raikkonen s'en va en piste et qu'il touche son mécano. C'est à Kimi et c'est au mec qui est devant. Alors Kimi, il dit plus Non, rien, mais c'est au mec qui est devant qui ne doit pas lever le truc ou le feu qui ne doit pas s'allumer au vert. le feu ne doit C'est pas aux s'allumer au équipes. vert, tout à fait. C'est aux équipes de se mettre en place et d'être responsables. Je suis Je pas veux d'accord. bien, mais si tu ne peux pas être à des vitesses comme ça et être à un tel niveau de pression sans être responsable. C'est impossible. Sinon, il se passe ça. Parce que Les équipes justement, doivent être je responsables. vais rebondir sur ce que tu dis. Une équipe comme Ferrari en Formule 1, voilà, on va parler voilà de ce débat en voilà 5 minutes. Une équipe comme Ferrari, tu peux pas dire qu'elle n'est pas entraînée, parce que ces J'ai mecs-là, pas dit c'est les qu'elle n'était pas meilleurs. entraînée. Voilà, mais qui J'ai étaient dit pas. qu'elle n'avait pas été responsable sur ce coup. Oui, mais c'est ce système de lumière qui est trop. Enfin, Oui, on mais veut je m'en fous, aller moi, dans des les. excuses. Je Mais m'en en fous. plus, le pire, un retour à l'homme à la sucette, par exemple, ce serait déjà tu crées des emplois. Bon, déjà, voilà, petite parenthèse, mais c'est vrai. Voilà, t'en as supprimé avec ce système. Et deuxièmement, c'est plus sécure. T'as un œil, t'as un regard humain qui voit tout ce qui se passe. Donc, il Oui, va mais dans pas ce cas-là, larguer dans ce cas, le pilote s'il voit que la roue, elle était même pas enlevée, la roue. oui, mais ça, c'est aux équipes, Guillaume, c'est C'est aux équipes d'être incroyable. responsables, Mais d'aller pas en voir la 2 secondes, FIA c'est pas possible. Ah oui, et de tout dire, à fait. Mais messieurs, je le veux G- qu'on revienne à... Donc c'est bien de la responsabilité. Je Mais veux dire, c'est à eux de ils l'ont prendre les déjà choses fait en avec le place. GPDA. Le GPDA. Quand il y a eu les problèmes avec Pirelli, que les pneus explosaient, ils ont menacé de boycotter le prochain Grand Prix. Et Bah Pirelli oui, a modifié sa gamme. voilà. Voilà, Donc je veux c'est dire, déjà ils sont arrivé. capables d'être Je suis. responsables et de prendre des décisions. Ils sont capables. Donc c'est à eux de le faire. La FIA, elle a mis ça, ok, ça va pas. À eux de mettre les points sur la table et de dire non, nous, on veut pas prendre de risques comme ça. Ça suffit, les accidents. Des morts, on n'en veut plus dans ce sport. Ok, si tu veux, la Formule 1, la Formule E, c'est de la course auto, faut qu'il y ait le risque. Non, non, non. Aujourd'hui, on est en 2000, on est en combien? 2018. Non, non. Mais justement, Le risque, il doit pas être là. dans Oui, cette mais optique c'est de aux risque, équipes, Guillaume, d'être responsables. Ils sont capables, je non, veux dire. la Chez FIA a pris, Renault, chez Audi et tout ça, ils sont la FIA a pris la capables. décision de Laisse-moi finir, s'il prendre te du plaît. risque. Ils sont, ils sont capables. Ils sont capables de se dire, on n'a pas de temps limité pour faire ce changement, mais on doit sangler le pilote. Ils sont capables dans leur tête de se dire, le pilote ne repart pas tant qu'il n'est pas sanglé. Eh Ils sont ben, capables d'être responsables comme ça. S'ils on sont a eu pas la preuve que capables, non. Ah ben oui, oui, voilà qu'on a. oui, mais ça, c'est un problème de responsabilité. Oui, mais à partir du moment où tu vois que les équipes ne sont pas responsables, tu te dois, toi, en tant que dirigeant, de prendre les décisions nécessaires. En plus, justement, sur ce que je voulais dire, c'est que la FIA, qui prône tellement la sécurité, prend une notion de spectacle qui est en soi est une très bonne chose, mais si tu prônes la sécurité, tu peux pas prendre cette mesure. C'est prendre des risques supplémentaires. On l'a vu sur tous les e-prix, ça a été une catastrophe. Donc, à un moment donné, il faut revoir, il faut en discuter avec les écuries et prendre des mesures nécessaires pour que des accidents comme ça ne se reproduisent plus. Est-ce qu'il faut en parler aux écuries comme tu dis? Peut-être, c'est possible, mais on voit qu'à un tel niveau de compétition, c'est pas possible. Ça, voilà, il y a toujours le risque zéro, on pourra jamais l'atteindre, mais en tout cas, il faut limiter ce nombre d'accidents. Donc c'est pour ça que je te dis, par exemple, un temps limite, même si, sans aller dans des extrêmes, comme parce que c'est vrai que les arrêts au stand de la première période qui se sont déroulées sur 3 saisons et demie, était particulièrement long. Et tu le voyais, le pilote, il attendait. Et bien à ce moment-là, au lieu de dire on arrête tout, on le réduit de moitié. Voilà, et il y aura toujours des écuries qui feront des meilleurs arrêts que les autres. Parce que même avec ce système de temps chrono, il y avait des écuries qui arrivaient à perdre du temps. Donc c'est-à-dire que ce système n'était pas mauvais en soi. Et voilà, pour prôner la sécurité, je pense que ce système n'est pas adapté en sport automobile. Ouais. Bon, dans tous les cas, il y a bien une chose qu'on est d'accord, c'est que c'est con de l'avoir mis en place alors que c'est Oui, terminé la tout à saison fait. prochaine. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, ben Ça, on est ça c'est d'accord. vraiment, voilà, il n'y a pas il y a pas de souci là-dessus. C'est sûr que, voilà, pour une catégorie qui aura plus d'arrêt au stand l'année prochaine et qui sait même pas comment elle va essayer de pimenter les courses, même si on sait qu'il y a le mode boost qui apparaît, Moi, je pense etc., que, etc. franchement, ce qui serait bien, ça serait que les pilotes rentrent au stand, sortent de leur voiture, fassent un tour du circuit en courant et remontent dans leur voiture.
On va soumettre l'idée, mais je suis pas sûr qu'elle soit acceptée. Ah là, niveau sécurité, il n'y a pas mieux, hein. Ah là, y a pas mieux, là, t'es sûr, là. C'est plus la Formule E, c'est le marathon Formule E. Au moins, on Bon, verrait écoute, les pilotes en transe, comme c'était le cas. Déjà, voilà. bon, écoute, Guillaume, on va clôturer ce débat. Ouais, ce débat. Ouais, on va parler d'Alex Lynn, qui lui, il prône la sécurité des murs. Ah, pour le coup, voilà, ça c'est clair, il les a tous testés. Allez, on va parler du Britannique. Donc, Alex Lynn, DS Virgin Racing. Alex Lynn, champion du monde de la touchette des murs lors de cet e-prix de Rome. Je suis peut-être un peu dur ou pas, mais bon, bah, il touche L1, L2, qualif, course, la totale. Euh, bon, je vais te poser une question simple. Oui. Faut-il avoir des doutes sur Alex Lynn? Euh, chaque pilote peut avoir un week-end sans. Ça, c'est Oui, évident. je suis d'accord, Voilà. mais bon, il touche à C'est 4 vrai fois. que là, ça fait beaucoup. Après, Alex Lynn, c'est un des pilotes les plus jeunes sur le plateau et il a prouvé aussi qu'il pouvait être rapide. Et euh, voilà, je pense qu'il faut lui laisser le temps. Alex Lynn, il est arrivé en cours de saison l'année dernière à New York. Donc, il n'est pas très expérimenté. On parlait de Rosenquist. Lui, il a encore moins d'expérience qu'un Félix Rosenquist et ils ont sensiblement le même âge. Alex Lynn, dans les catégories de promotion, il a prouvé qu'il avait quand même un certain niveau, hein. Il a pendant un temps été soutenu par Red Bull, il a été pilote d'essai chez Williams, en Formule 1 notamment. Euh, Après, ils l'ont quelque peu laissé de côté au profit de Daniel Kvyat, mais Red Bull, mais Alex Lynn a quand même un certain niveau. Voilà, il ne faut pas s'arrêter sur une seule course. Maintenant, c'est sûr qu'il va falloir qu'il se relève et comparé à un Sam Bird, c'est vrai que là, il tient pas la comparaison. Et bon, après, il faut dire que Sam Bird, comme on disait tout à l'heure, il a 4 saisons d'expérience. C'est vraiment Oui, mais le pilote. tu dis ça, Guillaume, je suis d'accord, mais prends par exemple Mahindra, Rosenqvist et son équipier Nick Heidfeld, Eh qui, on ben, peut dire, oui, est un pilote qui a énormément d'expérience, et pourtant c'est totalement l'inverse. non, c'est pas l'inverse, puisque Nick Heidfeld ne tient pas la comparaison avec Rosenquist cette Et il saison. tient pas la route. Et tient pas la route non plus. Mais pourtant, Nick Heidfeld, on n'a pas de doute sur ses capacités. Il a déjà Mais fait des parce qu'on sait podiums. qu'il est en fin de carrière et que Et, voilà, il faut pas trop Mais le pauvre. on peut faire la comparaison avec Nicolas Prost aussi. Nicolas Prost qui a gagné des e-prix, qui ne tient pas la comparaison avec Buemi dans une saison difficile. On faisait la comparaison avec Daniel Abt jusqu'à présent, jusqu'à cette saison où là, enfin, il se révèle et il marque des points quand Di Grassi peut pas en marquer et vice-versa. Daniel Abt, on a longtemps dit ben, qu'est-ce qu'il fait encore chez Audi dans une écurie vice-championne du monde, il n'a Bah, pas c'est le parce qu'il s'appelle niveau Apt. parce qu'il s'appelle Apt, ben justement, voilà, on disait qu'il était plus là pour son prénom, mais il a quand même réussi à remporter un e-prix, à faire des résultats et à prouver que quand même il tenait le rang. Aujourd'hui, on va le Non, voir, il est cinquième du oui, non, mais championnat. Daniel, il est là, certes. Mais Alex Lynn, je trouve que bon, il y a rien de fou, quoi. Ah Autant ben des pilotes, autant je suis d'accord, Nico Prost, bah, il a prouvé, Nick Heidfeld, il a prouvé, alors qu'Alex Lynn, pour moi, j'ai pas l'impression qu'il prouve quoi que ce soit. cette saison, ouais, c'est compliqué pour Alex Lynn. Tu penses que Après, la saison prochaine, il aura une seconde chance, toi? Parce que moi, je crois pas. alors chez Virgin Racing, c'est assez compliqué parce qu'on voit que c'est ou tout ou rien. C'est vraiment basé sur Sam Bird. Voilà, Sam Bird, c'est vraiment le pilote emblématique de chez Virgin. Mais on a vu que ils y ont associé Vergne. Ça, ils ont pas laissé Vergne. On a pris Pechito Lopez, qui est un bon pilote aussi, qui a fait des podiums, triple champion de WTCC, etc., etc. On l'a pas laissé à côté de Lynn. Pourtant, Lopez, il a pas démérité. Donc Lynn, si tu me demandes s'il a toujours sa place la saison prochaine, moi en tant que directeur d'équipe, tu peux pas te juger sur une saison à moins que ce soit vraiment catastrophique. On peut pas dire que ce soit vraiment catastrophique. C'est sûr, c'est pas folichon.
mais c'est pas non plus une catastrophe comme Adam Carroll l'année dernière chez Jaguar, on se demandait où est-ce qu'ils avaient sorti ça, ou même Luca Filippi chez Nio cette année. On voit clairement qu'il n'a pas le niveau face à un Oliver Turley notamment. Mais je pense qu'il mérite une seconde chance. Après, est-ce qu'il va l'avoir? Ça, j'ai vraiment des gros doutes là-dessus, comme toi, je pense. Parce que Virgin sont assez intransigeants et changent souvent régulièrement de pilote. Donc, ouais, je sais pas. Je ne peux pas te Mm. répondre. Moi, je pense qu'il va dégager. Mais après, pour mettre qui la saison prochaine, voilà, Oh, il ils vont en trouver faut. un autre, mais Bien sûr, il y a toujours, franchement, je pense du que marché, là, mais. à moins qu'ils nous surprennent sur la fin de saison, ce que je lui souhaite, hein, je lui Ben, on a souhaite. vu qu'il était rapide à New York, notamment. Donc, Ouais, à ouais, bah, voir. Les on Virgin verra. étaient très rapides à New York. Donc, à voir. Sur la fin de saison, voilà, il faut se dire, il a New York 2, 4, et il a 10 prix dans les pattes, quoi. Voilà. Il y Hmm. a pas, voilà. Faut lui laisser le temps. Mais est-ce que Virgin lui en laissera plus que ça, telle est la question. On verra au cours des prochains e-prix. Bon, très bien. Bon, Guillaume, on va passer à ta rubrique. Top et flop. Ouais, Trois pilotes dans le top, et 3 pilotes dans le flop. Enfin, non, et 2 non, pilotes, une écurie. une écurie. Donc, on y va. Bird, Lauterer, D'Ambrosio, donc ça c'est ton top, et Jaguar, Prost, Alex Lynn, c'est ton flop. Guillaume, on va commencer par ton top. Bon, Sam Bird, on imagine tous pourquoi tu l'as mis, Lauterer aussi, et D'Ambrosio, je voudrais un peu plus d'explications. Vas-y, explique-nous un petit peu ton top, enfin tes Alors, trois pilotes dans le top. exactement, 3 pilotes dans le top. Sam Bird, déjà sa constance, il a été deuxième dans toutes les séances d'essai, donc ce qui prouvait c'était le pilote le plus constant. Mitch Evans c'était pas loin, mais on verra par la suite que ça s'est pas passé comme prévu. Il était deuxième à chaque séance. Il allait pour se dire je vais encore finir deuxième derrière Rosenquist. Et là, eh ben, Rosenquist fait une erreur. Il a été opportuniste. Il a pris la chance qui lui était donnée. Il a résisté à Lucas Di Grassi, à Mitch Evans en fin de course, alors que peut-être que c'était le pilote le moins rapide. On sait qu'il gérait, c'est un excellent gestionnaire, Sam Bird, il gérait beaucoup, mais on a vu notamment que c'était pas forcément celui qui avait le plus de pourcentage de batterie sur la fin de course. Et aussi parce que il fait taire un peu ceux qui le sous-estiment beaucoup, parce que Bird, c'est quelqu'un qui gagne des courses à chaque championnat, on l'a déjà dit, et qui se place vraiment comme un candidat au titre cette saison. Ouais. Et Voilà. pour Lauterer? Pour André Lotterer, bon ben voilà, il a fait une course discrète, très discret jusqu'à la fin de la course où vraiment il a été de A à Z totalement dans le coup, hein. Vraiment, il a dominé Vergne de fond en comble sur cet e-prix. Il signe son deuxième podium, donc ce qui est à souligner, encore une fois un podium pour l'écurie. Et voilà, il assure aussi les points. Techeetah, c'est une des rares écuries à avoir placé ces deux voitures dans les points avec Audi sur cet e-prix. Donc André Lotterer, déjà dominer Vergne, c'est une chose. Faire un podium à l'arraché, hein, parce qu'il a fallu pousser Evans à la faute au niveau de la conso pour aller le chercher. Et c'est très mérité parce qu'il n'a pas toujours été verni cette saison Lotterer. Donc voilà je voudrais lui donner mon coup de chapeau pour cet e-prix-là. Et donc, pour finir, Jérôme D'Ambrosio, ben pourquoi? Parce qu'il a été piégé en qualification. C'est pas lui qui décide quand est-ce qu'il part, c'est l'écurie qui dit on part maintenant parce qu'on pense que c'est les meilleures conditions de piste. Donc, les qualifications, il n'a pas pu défendre ses chances, alors que dans les essais 2 avec Lopez et lui dans le top 10, on a vu que Dragon était vraiment en forme, avait un regain de performance sur cet e-prix-là. Hein. On les attendait pas forcément en regain de performance puisque ils sont sur le déclin depuis déjà plusieurs saisons. Donc il est parti derrière, hein, en 18e position, parce qu'en plus de ça, il a pris une pénalité. Et il a profité, il n'a pas fait d'erreur, il a été clean tout au long de la course, comme a fait notamment Lotterer. Il s'est pas fait piéger et il a été opportuniste, patient dans cette course pour finir septième. Et les points de cette septième place permettent à Dragon de passer Nio au championnat pour la dernière place des constructeurs. Donc il apporte des points précieux et au passage, il va se refaire une santé parce que D'Ambrosio, c'est aussi l'un des pilotes qui a
souffert le plus en ce début de saison, à l'instar d'un Nicolas Prost. Voilà pour Ouais, mes tops. ça va lui faire du bien, tu as raison. Et donc tes flops, bon bah Prost, ouais, et Lynn, je comprends aussi. Jaguar, bon c'est vrai qu'il y a une petite déception. Oui, il y a une déception immense pour moi parce que Jaguar, et on les a pas vus sur le podium. Evans, il est monté sur le podium à Hong Kong, mais c'est un podium fictif puisque Abt a été déclassé. On les a pas encore vus vraiment sur le podium euh, cette saison et c'est vraiment une occasion manquée. Et selon moi, ils ont gâché entre guillemets la course de Nelson Piquet et de Mitch Evans. Nelson Piquet par les stands. Parce que ben, bon, pour les raisons qu'on a évoquées au niveau de la sécurité du système des stands. Et Evans c'est 50-50 selon moi, puisque déjà, bon, c'est l'inexpérience de Mitch Evans et du team, puisque c'est un team qui a rejoint le championnat en cours de route. Hein, ils sont là que depuis 2 saisons. Et Mitch Evans, c'est pas encore voilà, quelqu'un de très très expérimenté. Il n'a pas forcément ces notions de gestion que peut avoir un Piquet Junior notamment. Et l'équipe aurait dû lui informer à tel moment. Cette fois-ci, on le voit notamment même avec des pilotes comme Bird ou comme Vergne, l'écurie dire c'est à tel moment il faut économiser de l'énergie, n'en dépense pas, voilà, fait en sorte sauve le maximum de points parce que là, Mitch Evans il termine 9e alors qu'au minimum il aurait mérité de terminer dans le top 5. Donc selon moi, c'est 50-50 pour ses torts de cette course. Et ça a clairement mis en avant l'inexpérience de l'écurie au top niveau. Mais gageons qu'avec la très bonne monoplace qu'ils ont pondue et puis le bon tandem de pilotes révélation de cette saison, je pense que Jaguar aura les capacités de rebondir, clairement. Oui, ils ont une bonne voiture et puis bon bah avec Nelson, il devrait être censé, il devrait pouvoir remonter, je pense. Bon et puis Prost, Bon, ben Prost, tu comprends pourquoi. Hein, des oui, qualifications pas affreuses. besoin de dire grand-chose. Voilà, des qualifications affreuses. C'est une saison catastrophique pour Nicolas Prost. Ça fait de la peine, comme quand on parle de Renault, de parler d'un pilote français en difficulté à ce point-là, sachant qu'il a déjà été dans le top lors des saisons Il était précédentes. performant, Il a ouais. été très performant. Et là, il finit derrière les deux NIO, enfin, NIO qui est dernier au championnat. C'est vraiment très difficile pour Nicolas Prost. Et est-ce que son contrat sera reconduit l'année prochaine? Normalement, il est sous contrat avec l'écurie jusqu'à la fin de la saison 5. Mais est-ce que l'écurie va pas vouloir, avec le rachat de Nissan, placer un pilote japonais et au vu des performances de Prost, se débarrasser de Nicolas Prost? Ça reste à voir. Moi, aux dernières nouvelles que j'ai eues, il garderait les deux pilotes pour garder de la stabilité. Et ensuite, il y aurait réflexion pour la saison 6. D'accord. Mais ce serait Voilà. une bonne nouvelle pour lui. Ça lui permettrait peut-être de pouvoir comment dire, se rattraper et prouver qu'il a vraiment le niveau dans un championnat tel que la Formule 1, quoi. Hmm. Et Ouais. enfin, Et bon, Alex ben, Lynn, Alex Lynn, on en a parlé. tu le mets parce que il a été champion du monde de la touchette de mur. Ah, c'est ça, et voilà, un Ipri catastrophique, un Ipri noir, accrochage sur accrochage, voilà. Il a accroché Vergne, il a touché les murs en EL1, en EL2, il a touché le mur en qualification, ce qui lui a valu de partir 11e. En course, il se manque sur un freinage assez. Voilà, c'est pas le freinage le plus compliqué du circuit, il va planter sa monoplace. Ça fait perdre beaucoup de points à son écurie parce que son écurie joue le titre cette saison au championnat du monde des constructeurs avec Mahindra et Techeetah. Honnêtement, il m'a fait penser à un pilote qui surconduit, qui n'a pas confiance en sa voiture, en ses réglages. Et attention à Lynn, il ne faudra pas reproduire ce genre de performance trop souvent, on risque de se faire licencier à la fin de la saison. Ouais, bah, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, de toute façon, globalement. Voilà. Ok, bon, bah, très bien, très bien. Bah, écoute, on va parler pour finir. Pour conclure ce podcast, on va parler des deux classements, classement pilote et classement team, avec Vergne et Techeetah toujours en tête. Jean-Éric Vergne, donc,
qui assure des points. Tichita aussi avec André Lotterer également. Les deux sont en tête de leur classement. On va commencer par faire un point sur le classement pilote. Donc Vergne en tête du championnat avec 119 points, Sam Bird 101 points, Félix Rosenqvist 3e 82 points, Sébastien Buemi 4e qui malgré tout est là avec 60 points, il est devant Daniel Abt 5e 50 points, Nelson Piquet Jr. 6e à 45 points, devant Mitch Evans 43 points, les deux équipiers qui se suivent de près. Lucas Di Grassi 8e qui remonte progressivement dans le classement depuis on va dire 2 courses avec ses 2 podiums, voilà, 18 points marqués lors de l'E-Prix précédent et celui qui vient de se dérouler donc en Italie. André Lotterer également qui dans le top 10 commence à remonter progressivement, mais André Lotterer ce qui est surprenant c'est que il a marqué 2 courses, il a marqué des points sur 2 courses cette saison seulement et c'est 2 podiums, donc bon, quand il marque des points il est sur le podium, c'est cool pour lui, même si j'aimerais penser qu'il voudrait faire mieux. Turvé est donc 10e avec 32 points. Donc voilà pour ce top 10. On peut parler de Prost 18e avec 7 points seulement. Jérôme D'Ambrosio 12 points, Lopez 13, voilà, derrière Ligne Nick Heidfeld 17. 21 points. Ouais, Tu oui, vois, il a bon, quand oui. même marqué des petits points. Voilà, c'est la comparaison. C'est avec Daniel Abt était notamment. Voilà, Daniel Abt quand il a débuté les 2 ou 3 premières saisons, c'est ça. Il faisait exactement la même chose. Il fait marquer des petits points. Bon, voilà. C'est pas folichon, mais voilà, on va pas encore revenir sur ça. Euh, pour revenir au classement, Jean-Éric Vergne, il gère son championnat. Il va être à domicile, donc le prochain e-prix, ça va lui tenir à cœur de faire un bon résultat qui passe, selon moi, par la victoire. Il a fini deuxième déjà, il en a marre de finir deuxième, il veut gagner son e-prix national. Bon, il aura fort à faire du coup avec Bird et Rosenquist. Et attention peut-être à Renaud Idams, à Renaud Idams, à Sébastien Buemi sur cette course. Peut-être que le réveil de Renault à domicile pourrait être une belle histoire. Donc voilà, après on a vu les 3 premiers ont fait le trou. Derrière de Buemi jusqu'à disons Di Grassi, c'est serré. Voilà, les 2 pilotes Audi, les 2 pilotes Jaguar, Buemi vont se jouer selon moi la 4e place. Après, tout dépend aussi de André Lotterer, s'il arrive à marquer des points plus souvent, puisque tu l'as dit, il n'a marqué que 2 fois des points comparé à la régularité de Jean-Éric Vergne, ça fait un peu défaut. Mais faut pas oublier que c'est sa première saison et qu'il a gagné 3 fois les 24 heures du Mans. C'est un grand pilote, André Lotterer. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. Mais voilà, les petits points vont être très importants en fin de saison pour le classement pilote comme le classement constructeur qu'on va voir par la suite. Oui, classement constructeur, pas trop de changements à part devant Tichita qui a beaucoup de points d'avance maintenant sur DS Virgin qui est second. Donc Tichita 152 points devant DS Virgin 118, Mahindra Racing 103 points, Audi qui est quatrième maintenant avec 89 points devant Jaguar 5e avec 88 points, très serré entre les deux constructeurs. Renault Idam 6e 67 points, la déception de ce classement. Venturi 7e avec 40 points, on espérait mieux de Venturi mais bon au final ils sont plutôt bien placés, enfin, ça c'est correct par rapport aux premières saisons. Nio. Quand même 30 points sur le premier e-prix, hein. Depuis le premier e-prix, c'est Oui, pas terrible, hein. oui, mais en soi, les points sont là. Donc, Oui, les points sont là. Ils sont voilà. Ils devant sont devant Nio, qui a Nio. donc Voilà. 33 points, Dragon Racing 9e avec 25 points, et Andretti 20e de ce classement. Guillaume, Tichita, bien placé pour le titre, tout comme DS et Mahindra, d'après toi. Là aussi, c'est un duel à 3, d'après toi. Oui, comme je l'ai dit lors du précédent podcast, c'est vrai qu'on a l'impression de se répéter, mais c'est vraiment le cas. Techeetah, Virgin, Mahindra ont quasiment des points assurés par leur pilote numéro un. Bon, à part la catastrophe pour Mahindra depuis 2 e-prix, là, 2, 3 e-prix, où ils sont dans le mou. Mais bon, on va dire que globalement, Verne, Bird, Rosenquist, ils marquent des gros points quasiment à chaque course. Et tout va se jouer sur le deuxième pilote. C'est-à-dire que si à un moment donné, Hetfeld, Lotterer
où Alex Lynn est capable de marquer des points, des gros points, même voilà, des points cinquième, sixième, c'est pas mal, régulièrement, c'est là que une écurie va se détacher au championnat du monde. Et on est en train de le voir avec Tichita, puisque depuis, voilà, l'Autoraire a marqué 33 points. Donc 33 points comparés notamment aux 17 d'Alex Lynn et aux 21 de Hetfeld, ça vaut son petit pesant. Et donc oui, ça peut se jouer à 3, mais comme Tichita peuvent rapidement s'en aller, puisque on voit quand même que c'est l'écurie qui a le plus de constance et qui a le moins de problèmes de fiabilité ou que ses pilotes surconduisent la monoplace. Donc Tichita, selon moi, favori, mais attention, il faut toujours se méfier de Virgin et de Mahindra. T'as bien noté que c'était serré entre Audi et Jaguar. On note le retour de Audi, hein. Ils ont quand même pris 59 points 59 points sur les prix Mexico et Italie. Donc pas mal pour Audi qui était très mal parti et qui est en train de revenir. Idams Renault est dans le dur, hein, on le sait, 67 points. Ils sont pas encore largués pour la quatrième place, mais ça va être compliqué, sachant que Jaguar a deux pilotes qui marquent des points régulièrement. Donc, ouais, la quatrième place va être disputée entre Jaguar et Audi. La première place entre Techeetah, Virgin et Mahindra. Et après, le ventre mou du peloton, ça va se jouer sur des détails. Malheureusement, Renault Idams, j'ai du mal à croire qu'il fasse un bond dans le classement, vu le peu de régularité qu'ont le team cette année. Hmm. Ouais, ça sera difficile pour eux quoi qu'il arrive, mais on espère pour eux qu'ils finiront leur première partie de carrière en Formule 1, parce qu'on imagine tous qu'ils reviendront un jour ou l'autre. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, bah écoute, Guillaume, on a passé quand même un bon podcast, on a parlé de plein de choses. Oui, ça a été très, très, très bon. Voilà, un bel e-prix. On a cru s'ennuyer sur la première partie, mais comme d'habitude en Formule 1, on nous surprend toujours et vraiment Toujours. la deuxième partie de course, on s'est régalé. On a eu de très, très beaux dépassements et advienne que pourra et vivement notre e-prix national à Paris. Oui, ben voilà, c'est le prochain rendez-vous. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'avant e-prix de Paris, où on parlera de cette course qui se déroule en France. Et voilà. Donc, Guillaume, un dernier mot? Vive le sport, vive la Formule 1. Bon, va très bien. Et bah écoute Guillaume, à la semaine prochaine alors, et continuez de nous suivre sur spiritf.com. N'oubliez pas de réagir à ce podcast en commentaire sur YouTube, et voilà, et partagez si ce podcast vous a plu. Merci à tous et à la prochaine. Bye Salut bye. à tous.